Bonjour à toutes et à tous et désolé de ce petit contretemps et de ce retard. On a eu une petite difficulté technique qui est réparée. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire du cabinet HDV présenté aujourd'hui par mes soins, Thomas Fajol, sur un thème particulier qui est la responsabilité pénale dans l'entreprise. Webinaire qui a donc une durée de 45 minutes et qui va donc volontairement aborder des points un peu particuliers sans rentrer forcément dans l'exhaustivité de tous ces points-là, puisqu'il est clair qu'un thème tel que le risque pénal dans l'entreprise pourrait nous occuper un peu plus longuement. Du coup, webinaire du cabinet HDV, pour les personnes qui ne connaissent pas effectivement le cabinet, nous sommes donc un cabinet en droit social avec une implantation nationale, puisque nous avons donc des bureaux sur Royal, donc au niveau de Clermont-Ferrand, à la fois à Paris et à la fois à Lyon. Et nous intervenons dans le droit finalement social adapté à la destination des entreprises, tant dans son corollaire contentieux, le corollaire conseil, mais également le corollaire formation, avec une vision du droit social élargie, à la fois le droit du travail, le droit de la sécurité sociale, la protection sociale complémentaire, et un thème également qui ne figure pas sur notre présentation, mais qui fera le lien avec le webinaire, le droit pénal du travail, et raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, je vais vous aborder un peu plus en détail cette matière-là et les spécificités que l'on peut effectivement rencontrer. Alors, rencontrer, et vous le verrez volontairement uniquement aujourd'hui, en tout cas dans le cadre de notre webinaire, sur le droit pénal du travail. On a la sphère finalement de la responsabilité pénale qui est beaucoup plus élargie, qui va toucher le droit du travail, qui va toucher le droit des sociétés, le droit de la concurrence. Aujourd'hui, voilà, on va se restreindre vraiment aux grands principes généraux qui sont communs finalement au droit pénal dans l'entreprise, et on va aborder un peu plus en détail les liens avec le droit du travail, à la fois les infractions, mais à la fois également les systèmes d'anticipation et de prévention finalement de ce droit pénal. Du coup, voilà, comme je vous le disais en préambule, on va aujourd'hui, donc dans ces 45 minutes qui vont nous occuper, finalement, avoir une vision peut-être un peu large au début de la responsabilité pénale en général au niveau de l'entreprise, pour pouvoir cartographier les spécificités du droit du travail, comme je vous le disais, à la fois sur les infractions auxquelles une entreprise finalement peut être confrontée, et comment on peut mettre en œuvre des mécanismes à la fois de prévention, mais à la fois d'anticipation, puisqu'on ne sera pas sur les mêmes thèmes. Du coup, le droit pénal du travail et le droit pénal finalement dans l'entreprise, ça a une vision qui est assez importante et qui, j'allais dire, quand tout va bien, on n'y pense pas forcément. Et c'est quand malheureusement l'entreprise va être confrontée à une infraction particulière, que ça soit en droit pénal du travail, une problématique de harcèlement, une problématique de discrimination, ou que ça soit finalement en droit pénal des affaires avec des escroqueries, ou alors peut-être de manière plus pessimiste en droit pénal des entreprises en difficulté, où finalement elle va s'apercevoir qu'il y a tout un corpus de règles à prendre en compte, et que finalement cette notion de risque pénal dans l'entreprise, elle doit s'apprécier avant, pour le coup, l'intervention d'un quelconque événement qui pourrait être susceptible d'être défini comme une infraction pénale. Désolé. Donc, au sein, effectivement, de l'entreprise, vous avez une entreprise qui est avant tout une personne morale. L'entreprise est une personne morale, et la particularité que vous avez en droit pénal, effectivement, de l'entreprise, c'est que cette personne morale peut être pénalement responsable d'agissements qui vont être commis par d'autres personnes, qui seront commis par des personnes physiques, parce que la personne morale en tant que telle ne peut pas effectivement commettre une infraction directement. Elle va les commettre par l'interposition finalement de personnes physiques, et on verra effectivement dans son second temps quelles sont ces personnes physiques. Et notre droit pénal s'est construit effectivement autour de la responsabilité de la société et finalement de la personne morale, puisqu'on peut très bien avoir également le même principe sur la responsabilité des groupements, sur la responsabilité des syndicats. Et c'est vrai qu'on a, alors ça commence à dater, mais finalement la construction du droit pénal de l'entreprise, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il n'existe que depuis 1994.
au préalable, effectivement, les personnes morales ne pouvaient pas être poursuivies. Finalement, le droit pénal a évolué et depuis 1994, les personnes morales peuvent être poursuivies pénalement. Et d'ailleurs, dans le choix des poursuites qui sont diligentées par les procureurs de la République, on s'aperçoit que très régulièrement, ce sont les personnes morales et quasiment exclusivement les personnes morales qui sont poursuivies et non pas les personnes physiques, notamment, et j'en dirai deux mots tout à l'heure, pour une raison qui est simple, qui est qu'une raison purement pécuniaire, parce que notamment lorsque vous avez des infractions qui donnent lieu à des amendes, la particularité, c'est que l'amende qui est susceptible d'être infligée à une personne morale est le quintuple de l'amende qui est prévue pour une personne physique. Donc c'est vrai que souvent, les procureurs vont avoir l'opportunité des poursuites à l'égard des personnes morales. Notre personne morale, donc notre employeur finalement, au sens large, lorsque l'on fait le corollaire droit pénal du travail, on a une disposition du code pénal qui est claire, qui fait effectivement 2 lignes, qui vous dit que les personnes morales, alors à l'exclusion de l'État, on met toujours l'État de côté, sont responsables pénalement des infractions commises, et c'est là où c'est important, pour leur compte et par leur organe ou leurs représentants. Donc, on va commencer par la fin, effectivement, de la définition, les infractions qui sont commises par les organes de la société. Là, c'est simple, on prend les dirigeants légaux ou les dirigeants statutaires d'une société, et donc, on regarde effectivement ceux qui, légalement ou dans les statuts, ont le pouvoir d'agir finalement pour le compte de la société. Là, clairement, je vous ai mis 2 exemples, mais on a les gérants de SARL, les présidents de SAS, enfin, vraiment les dirigeants légaux tels qu'on les connaît. Ça ne pose pas de difficulté, effectivement, on arrive clairement à les définir, soit en référence par le Code civil ou le Code du commerce, soit en référence au statut des sociétés. La deuxième partie, effectivement, de la fin de la phrase, c'est les représentants des personnes morales qui peuvent effectivement commettre des infractions pour le compte de la personne morale. Alors là, les représentants, c'est une construction effectivement jurisprudentielle qui a élargi cette notion-là, comme vous avez effectivement des exemples. Vous avez 2 exemples qu'on vous cite et un sur lequel je resterai beaucoup plus en détail lorsqu'on en évoquera la prévention du risque pénal dans l'entreprise. Mais finalement, on entend par représentant finalement de la personne morale qui est susceptible d'avoir commis une infraction pour le compte de cette personne morale, la personne qui a reçu le pouvoir d'agir au nom de la société. Donc, le premier exemple, c'est par exemple l'administrateur judiciaire, lorsque vous êtes en procédure de sauvegarde ou procédure de redressement, qui est désigné par le tribunal, donc commerce ou tribunal judiciaire en fonction de la nature de la société, et qui va effectivement agir au nom de la société. Mais l'exemple qui va nous occuper le plus en détail aujourd'hui, c'est le salarié qui va avoir reçu une délégation de pouvoir valide. Alors, j'aborderai dans la dernière étape, effectivement, de ma démonstration aujourd'hui, cette notion de délégation de pouvoir et les conditions de validité. Mais là, c'est vraiment l'exemple type de la personne qui n'est pas dirigeant légal, qui n'est pas dirigeant statutaire de la société, mais qui va pouvoir pour autant engager la société et qui va pouvoir engager la responsabilité de la société en sa qualité de personne morale. Ça, c'est la première, effectivement, notion qui est importante, c'est de vous dire, voilà, la personne a le pouvoir d'agir au nom de la société. Et la deuxième condition que l'on retrouve effectivement dans l'article L121-2 du Code pénal, c'est la petite virgule pour leur compte. Il faut effectivement que les agissements des personnes physiques aient été commis dans l'intérêt de la personne morale, afin justement que la responsabilité pénale de cette personne morale puisse être engagée. Si les agissements de ces personnes physiques n'ont pas été commis dans l'intérêt de la personne morale, dans ce cadre-là, la responsabilité pénale de la personne morale ne peut pas être engagée. Reste alors, et c'est effectivement la deuxième hypothèse que l'on peut retrouver dans les responsabilités au sein de l'entreprise, la responsabilité pénale personnelle, à savoir la responsabilité de la personne physique. Et donc là, on va effectivement différemment. Vous avez la responsabilité donc, du dirigeant, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure, et on peut avoir la responsabilité du représentant, donc de cette personne qui effectivement a reçu une délégation de pouvoir. Et
Là, alors, j'aborde pas le dernier élément qui est la responsabilité des associés. Là, effectivement, c'est juste pour mémoire. On le retrouve pas spécialement en droit pénal du travail. On va le retrouver notamment en droit pénal des sociétés et encore plus en droit pénal des procédures collectives des entreprises en difficulté, où là, il peut y avoir effectivement des associés qui pourraient se comporter comme dit dirigeants de fait et donc dont la responsabilité pénale pourrait être engagée. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, lorsque l'on a finalement une personne qui va agir donc soit en tant que dirigeant, soit en tant que représentant de la personne morale dans son seul intérêt personnel, alors il verra sa seule responsabilité engagée. Et par contre, on peut également avoir un cumul de responsabilités, c'est ce que je vous ai en préambule, entre la personne morale et la personne physique qui a commis effectivement l'infraction qui est reprochée à la personne morale. Et en fonction effectivement des éléments de fait qui peuvent apparaître dans le dossier, le procureur de la République pourra effectivement décider de poursuivre la personne morale, la personne physique ou les deux. Généralement, les politiques du parquet, effectivement, c'est d'aller poursuivre la personne morale et en plus la personne physique, mais jamais effectivement la personne physique, enfin, en tout cas pas en droit pénal du travail. Lorsque l'on est sur des problématiques d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, bien évidemment, là par contre, on est clairement sur l'engagement d'une responsabilité pénale personnelle exclusive. Particularité, alors là, on aborde vraiment cette fois-ci le droit pénal du travail avec son côté, un des côtés un peu plus sombres, les problématiques effectivement des infractions de blessures involontaires et d'homicide involontaire. Là, on a une règle juridique qui a été mise en œuvre spécifiquement pour ces deux types d'infractions où en fait, on va pouvoir rechercher du côté du parquet la responsabilité pénale de la personne physique et de la personne morale de manière concomitante et on va pouvoir aller la rechercher en regardant finalement si ces personnes, morales et physiques, ont été en lien ou pas avec l'accident qui est à l'origine effectivement des blessures ou malheureusement de l'homicide involontaire. Lorsqu'il y a un lien direct avec l'accident, donc comme on l'a effectivement lorsqu'il y a un contact physique, lorsqu'il y a un contact par objet avec une victime, on pense notamment à l'accident du travail par une machine outil par exemple, là dans ce cadre-là, la responsabilité pénale de la personne morale ou de la personne physique est facilement atteignable puisqu'on peut la rechercher simplement sur ce qu'on appelle une faute simple. La faute simple, c'est effectivement un cas de négligence, un cas d'imprudence ou tout simplement un manquement à une règle de sécurité particulière ou générale. On pense par exemple au salarié qui est victime de blessures involontaires dans le cadre par exemple d'une machine-outil au niveau par exemple du domaine industriel, où en fait on s'aperçoit qu'il y a eu qu'il y a eu par exemple une absence d'entretien de cette machine par l'employeur ou qu'il y a eu une intervention sur cette machine de manière à ce que finalement les dispositifs de sécurité aient été enlevés. Là, on est sur le manquement à la règle de sécurité particulière qui est effectivement l'entretien de la machine. Après, la deuxième possibilité, effectivement, et là, pour le coup, la responsabilité pénale est plus difficilement recherchable par les services du parquet, c'est lorsqu'il n'y a pas de lien direct avec l'infraction, mais que finalement, le comportement, notamment de la personne physique, là, on pense aux dirigeants, a pu commettre la commission de l'infraction. Et dans ce cadre-là, alors que tout à l'heure, lorsqu'il y avait effectivement un lien direct, on parlait de faute simple, là, on parle de faute lourde. On parle de faute lourde, donc déjà, on voit ne serait-ce qu'en faisant le corollaire avec la problématique du droit disciplinaire, la notion de faute lourde susceptible d'être effectivement reprochée à un salarié, on sait qu'elle est particulièrement compliquée à rechercher. C'est exactement la même chose en droit pénal effectivement du travail. Lorsque l'on essaye de qualifier une faute lourde, on a deux possibilités que vous avez effectivement. La première possibilité, c'est qu'il y ait une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui est prévue par la loi ou le règlement. Et donc là, toute la démonstration et toute effectivement, finalement, la démonstration va être compliquée par les services du parquet, c'est d'arriver à démontrer
la violation manifeste et la violation délibérée. Donc, on a ces deux critères, effectivement. Et la deuxième possibilité de déterminer l'existence d'une faute lourde, qui est peut-être là, pour le coup, plus facilement démontrable, c'est la commission d'une faute caractérisée. Donc, la faute caractérisée, c'est finalement l'exposition d'autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne peut être ignoré par son auteur. Et là, dans ce cadre-là, c'est notamment en matière d'homicide involontaire, tous les procès que l'on a actuellement, ou qu'on a connus par le passé, que l'on a actuellement, sur le contentieux pénal de l'amiante, avec effectivement l'exposition au risque d'inhalation de poussière d'amiante, ou effectivement toute la construction où on dit est-ce que finalement les entreprises savaient qu'il y avait une particulière gravité à ce que les salariés soient exposés finalement à l'amiante. Voilà. Là, on a effectivement dans la démonstration de la faute lourde, peut-être un critère qui est un peu plus simple que la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. En tout état de cause, effectivement, un petit mot, on a quand même des cas d'exonération de la responsabilité pénale, y compris en matière de blessures et d'homicide involontaire. On vous a mis un exemple, c'est le cas lorsque vous avez un salarié qui va effectivement prendre un risque que l'employeur ne peut pas prévenir. Et c'est comment? C'est notamment lorsque le salarié va effectuer une tâche qui n'est pas prévue et une tâche qui n'est pas ordonnée. Là, c'est la même logique que sur le contentieux de sécurité sociale avec la notion de faute inexcusable. L'employeur ne pouvait pas avoir conscience effectivement du danger auquel le salarié pourrait être exposé. Donc, on a un cas qui peut effectivement permettre de ne pas retrouver la responsabilité pénale de l'employeur. En matière donc, de droit pénal dans l'entreprise, on a effectivement tout un tas de matières qui vont venir s'y adjoindre. Et quelques mots ce matin uniquement sur l'intervention du droit du travail et donc finalement les quelques principales infractions que l'on peut retrouver en droit pénal du travail. Je dis les quelques principales parce que lorsque l'on ouvre à la fois le code pénal et le code du travail, on s'aperçoit qu'on a toute une foultitude d'infractions qui sont des infractions qui partent de la contravention jusqu'effectivement au délit. Et ces infractions-là sont finalement nombreuses et variées. Ce matin, compte tenu effectivement du temps, je circonscrirai mes propos sur les principales infractions que l'on peut rencontrer. Au sein effectivement d'une entreprise, dès le départ, et c'est toute la construction du droit du travail, vous avez un rapport de force qui est affaibli. Vous avez effectivement le législateur qui est venu, dès le départ, venir dire que le salarié, c'était la partie faible au contrat. Et dans la mesure où le salarié était la partie faible au contrat, ils ont effectivement instauré tout un mécanisme de prévention à destination et de protection à destination du salarié que l'on retrouve en droit du travail classique et que l'on retrouve encore plus en droit pénal du travail. Et c'est pour ça effectivement que dans la protection du salarié que l'employeur lui doit au titre effectivement des infractions classiques qui peuvent être rencontrées en droit pénal du travail, on a dans notamment le Code du travail des mécanismes comme on le met de formation à la sécurité, d'évaluation des risques, tous ces éléments-là qui vont être obligatoirement mis en œuvre par l'employeur afin effectivement d'éviter que le salarié soit victime d'une infraction pénale. Je dis que le salarié soit victime d'une infraction pénale parce que mes propos seront circoncis ce matin uniquement effectivement au cas où c'est l'employeur, la personne morale qui pourrait justement être auteur de l'infraction. Je n'aborderai pas le cas où l'employeur pourrait être victime d'une infraction parce que là, on relèverait effectivement d'une logique d'indemnisation qui est peut-être un peu plus classique et qui n'aborderait pas telle ou telle spécificité. La première infraction connue, c'est le harcèlement moral. Le harcèlement moral avec effectivement une double définition, à la fois une définition dans le Code du travail et une définition dans le Code pénal.
Le harcèlement moral, la définition maintenant, elle est claire et on a l'interdiction d'agissements répétés. Ça, c'est la première, effectivement, notion particulièrement importante, c'est le caractère répétitif des agissements. Et donc, des agissements répétés d'une personne qui a pour objet ou pour effet d'entraîner finalement une dégradation des conditions de travail de la victime, au point, et là on a trois possibilités, de porter atteinte à ses droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou la santé mentale. Et effectivement, la notion de santé mentale est aujourd'hui, avec la notion des risques psychosociaux, le critère qui est le plus souvent retenu. Et la dernière possibilité, effectivement, sur les agissements répétés qui pourraient être constitutifs d'une situation de harcèlement moral, c'est lorsque ça a pour effet au niveau de la victime de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral, c'est clair que c'est en pratique, finalement, malheureusement, ça requiert des formes diverses et variées et on peut le retrouver finalement sur une construction qui va être différente. Je vous ai mis des exemples, mais clairement, alors, vous avez la mise au placard, le dénigrement, mais on peut arriver à avoir des situations de harcèlement moral avec également ce qui serait, entre guillemets, le plus connu, les gestes déplacés, les menaces, les insultes, mais ce qui pourrait être le moins connu, peut-être le plus insidieux, finalement, le harcèlement moral qui pourrait être permissif, qui se construirait dans le temps. On a l'exemple des critiques injustifiées, de la privation d'outils de travail, enfin ces éléments-là. Avec une petite parenthèse, notamment en termes de prescription, vous avez un arrêt qui a été rendu récemment par la Cour de cassation qui vient nous dire que lorsqu'effectivement les agissements répétés durent dans le temps, la prescription à partir de laquelle effectivement, alors cette fois-ci d'un point de vue strictement civil, un salarié peut faire effectivement une demande devant le Conseil des prud'hommes en analysation, court à compter du dernier fait qui serait constitutif du harcèlement moral. Donc, si on a une situation de harcèlement moral qui finalement s'étend dans le temps, on peut, par cette dernière jurisprudence de la Cour de cassation, remonter particulièrement loin dans le temps, effectivement, pouvoir reprocher à un employeur des faits qui auraient quelques années. Tout ça, le harcèlement moral, effectivement, mais on le retrouve dans toutes les infractions que l'on pourrait avoir en droit pénal du travail, c'est finalement de se souvenir que donc, la société, mais finalement l'employeur, elle est garante de la sécurité, elle est garante de la santé de ses salariés et doit effectivement prévenir et agir rapidement et bien évidemment efficacement face aux situations de harcèlement moral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la jurisprudence, toujours de la Cour de cassation, nous dit que la responsabilité d'un employeur peut être effectivement retenue en matière de harcèlement moral, même si finalement cet employeur ignorait les faits de harcèlement moral qui ont été commis par des préposés à l'égard effectivement d'une victime, à partir du moment où en fait on démontrerait que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires au sein de sa société pour effectivement éviter de tels risques. Et là, voilà, c'est toujours le corollaire de l'obligation de sécurité de résultat finalement qui incombe à l'employeur. Un petit mot également sur le fait effectivement, en matière de harcèlement moral, on a une protection qui est donnée à la victime effectivement du harcèlement moral, ou en toute cette cause à la personne qui va se déclarer comme victime et qui va dénoncer une situation de harcèlement moral. Clairement, là encore, il a été expressément prévu que l'on ne peut pas les sanctionner. Par contre, si finalement, dans le cas d'une enquête, on s'aperçoit que ce sont des faits de harcèlement qui n'existent pas et que la dénonciation était calomnieuse, non pas que finalement, parce que c'est tout le critère, il va falloir arriver à démontrer que c'est une dénonciation de mauvaise foi, une dénonciation calomnieuse, et non pas finalement une mauvaise interprétation par un salarié. Dans ce cadre-là, la personne qui effectivement a pu dénoncer des faits qu'elle savait faux peut voir sa responsabilité disciplinaire engagée, pouvant effectivement aller jusqu'au licenciement. Autre infraction particulièrement connue après le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel qui effectivement est défini très clairement dans le Code du travail. Vous avez une définition qui vient vous dire que ce sont est caractérisé finalement comme harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste
répété. On a toujours effectivement cette notion de répétition et qui, et là encore, parle effectivement, on a l'atteinte finalement à la victime, porte atteinte à la dignité de la victime en raison de son caractère dégradant ou humiliant, qui crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, on a bien effectivement des critères qui sont cumulatifs, sauf effectivement pour les derniers critères par rapport à la finalement aux conséquences que cela peut emporter sur la victime, où on peut avoir cette fois-ci soit une situation intimidante, hostile ou offensante. Et là, pour le coup, effectivement, c'est effectivement très large. La notion effectivement de harcèlement sexuel et toute la jurisprudence, alors on en a mis quelques-unes en précision, la jurisprudence a développé cette notion-là pour venir vous dire qu'effectivement l'auteur du harcèlement sexuel, mais comme finalement le harcèlement moral, hein, c'est la même chose, ça peut être le supérieur hiérarchique, ça peut être un collègue, ça peut être un subordonné, et ça peut aussi, le harcèlement sexuel, être constitué si les faits sont intervenus hors du temps et du lieu du travail. Et là, effectivement, on pourrait effectivement se poser la question d'une victime salariée qui serait effectivement voilà, victime de faits de harcèlement sexuel qui auraient été commis en dehors du temps et du lieu du travail. Et bien là, la jurisprudence est claire et vous dit que ces faits-là peuvent quand même être constitués effectivement de harcèlement sexuel, tant d'un point de vue finalement sanction pénale que d'un point de vue sanction civile. Autre infraction qui est toujours en lien, alors souvent avec le harcèlement moral, c'est la discrimination. Alors là, avec une définition que je ne vous reprendrai pas, qui est particulièrement large, ce sont effectivement les dispositions du Code pénal qui viennent nous évoquer les différents types de discrimination et on les liste effectivement, les discriminations par rapport, alors généralement on les connaît, c'est par rapport au sexe, par rapport au handicap, par rapport à l'appartenance syndicale et puis après voilà, à l'appartenance religieuse. Vous avez toutes ces discriminations possibles qui sont identifiées clairement dans le Code pénal. Et là, la définition et finalement la caractérisation de cette infraction, elle n'est pas compliquée. Elle n'est pas compliquée parce qu'en fait, la situation de discrimination, c'est vraiment de créer une situation différente pour un motif qui est en fait qui va être discriminant et parce que, par exemple, j'ai quelqu'un qui appartient à tel ou tel syndicat, je vais décider, par exemple, de moins lui verser de primes ou de lui faire un avancement au sein de sa carrière qui va être plus long. Enfin, voilà, vous avez vraiment une notion qui est beaucoup plus simple et qui va pouvoir se retrouver de manière assez élargie. Discrimination directe, discrimination indirecte. La discrimination directe, c'est clair, net et précis. La discrimination directe, c'est lorsqu'effectivement elle va être visible, affichée ou revendiquée. Vous avez un exemple, l'annonce d'emploi qui va refuser par exemple les femmes avec enfants. Vous avez par contre une discrimination qui va être plus pernicieuse, c'est la discrimination indirecte, où effectivement, on va avoir des mesures qui en apparence seraient totalement neutres et qui finalement vont aller favoriser ou alors défavoriser en fonction exclusivement une catégorie de personnes. Donc, si elle favorise une catégorie de personnes, elle en défavorise nécessairement une autre, et réciproquement. Et là, on a effectivement la caractérisation d'une discrimination. Mais ça, la discrimination, c'est peut-être une notion qui est assez finalement simple à définir, tellement aujourd'hui, on a effectivement de cas par la litanie des situations qui sont prévues dans le code pénal. Autre infraction, et alors là, c'est peut-être l'infraction phare du droit pénal du travail, c'est le travail illégal. Le travail illégal avec donc toutes ces possibilités, parce que lorsque l'on dit travail illégal, on ne doit pas entendre uniquement le travail dissimulé. Ça serait que restreindre effectivement le travail illégal à la notion de travail dissimulé. Le travail illégal, c'est bien évidemment le travail dissimulé, c'est le marchandage, c'est le prêt illicite de main-d'œuvre, ça va être effectivement les cumuls irréguliers d'emploi ou l'emploi irrégulier de travailleurs étrangers sont effectivement les autorisations. Ça, c'est le travail illégal. Et dans le travail illégal, l'infraction peut-être phare elle-même de cette notion phare, c'est le travail dissimulé. Le travail dissimulé qui lui aussi a une double finalement illustration. Soit la dissimulation d'activité, soit la dissimulation d'emploi salarié. La dissimulation effectivement d'activité, c'est clairement, alors peut-être
pas forcément là pour le coup du droit pénal du travail, mais peut-être plus du droit pénal des affaires, l'exercice d'une activité sans en demander son immatriculation, alors au RCS, au registre des métiers, etc., sans procéder aux déclarations fiscales, sans procéder aux déclarations sociales. Donc là, c'est vraiment l'activité en tant que telle. Après, la spécificité du droit du travail, en matière effectivement de travail dissimulé, ça va être la dissimulation d'emploi salarié. Donc la dissimulation d'emploi salarié qui va soit être une dissimulation totale, à savoir qu'on n'a pas de déclaration préalable à l'embauche, soit une dissimulation partielle avec, par exemple, et c'est souvent ce que l'on retrouve, la dissimulation d'une partie des heures de travail qui auraient été réellement accomplies. Et là, on entend clairement le cas d'un salarié qui a un contrat de travail, alors à temps partiel généralement, mais peut-être également à temps complet, et qui finalement fait soit des heures complémentaires, soit des heures supplémentaires, qui n'apparaissent pas sur son bulletin de salaire, qui sont payées au noir ou pas du tout, et qui effectivement sont constitutifs de la dissimulation d'un emploi salarié. Et cette infraction-là va être retenue à la fois en droit pénal et en droit du travail, et également en droit de la sécurité sociale. En droit pénal, c'est effectivement une infraction qui peut être poursuivie devant le tribunal correctionnel avec des peines d'emprisonnement et des peines d'amende qui sont particulièrement conséquentes, notamment pour les personnes morales. En droit du travail, c'est effectivement le litige prud'homal avec, par exemple, le salarié qui va demander des rappels d'heures complémentaires, d'heures supplémentaires, mais qui va également demander le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui peut être chiffré jusqu'à 6 mois de salaire. Et en droit de la sécurité sociale, le corollaire, c'est le contrôle URSSAF. Le contrôle URSSAF avec des conséquences qui effectivement peuvent être notamment la suppression d'aides, on pense notamment aux exonérations Fillon, et qui va pouvoir également être tout le contrôle URSSAF lié spécifiquement au travail dissimulé, où là on a finalement à la fois une procédure qui est particulière, où le pouvoir clairement des inspecteurs de l'URSSAF sont accrus, et des sanctions qui sont conséquentes, avec notamment des majorations pour travail dissimulé, qui, en plus des cotisations et de la restitution d'exonération, font qu'à la fin, le chiffre, effectivement, va pouvoir être conséquent. C'est, j'allais dire, logique, puisque c'est clairement une infraction qui porte atteinte à la fois à l'économie et à la fois à l'emploi des salariés, mais qui effectivement peut être l'infraction qui, en droit pénal du travail, a les conséquences les plus importantes et les plus diversifiées. Dernier type d'infraction que l'on peut retrouver en droit pénal du travail, qui là aussi ont un corollaire en droit de la sécurité sociale, c'est toutes les infractions qui vont être liées à l'hygiène et à la sécurité. Alors, on les a effectivement dans le Code du travail. On a effectivement des infractions qui sont diversifiées, mais là où je voulais m'en arrêter, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ces infractions-là, liées à l'hygiène, liées à la sécurité, ça rappelle effectivement ce que je vous disais tout à l'heure sur les blessures et les homicides involontaires. Elles ont effectivement un impact en droit pénal. L'impact en droit pénal, il est connu puisque la société, la personne morale, l'employeur peut effectivement passer devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel en fonction de la nature de l'infraction pour répondre de l'infraction qui a été commise par rapport à la société, mais la société au sens large. Donc là, on a généralement une amende qui va être délivrée, qui peut parfois être conséquente, puisqu'effectivement, l'amende, c'est le quintuple pour une personne morale de l'amende qui peut être infligée à une personne physique. Mais surtout, les conséquences de ces infractions-là, et les conséquences notamment financières, se retrouvent en droit de la sécurité sociale de deux terrains. Sur le volet purement indemnisation de la victime, parce que lorsque l'on a un salarié qui effectivement subit une infraction liée à l'hygiène et à la sécurité, il y a malheureusement très souvent un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui est vraiment même un accident du travail, qui est en lien. Et donc là, le corollaire, c'est quoi? C'est la procédure que ce salarié peut faire devant le pôle social du tribunal judiciaire compétent en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Et là, effectivement, si la société n'est pas assurée, les conséquences financières peuvent être désastreuses. Et le deuxième impact, c'est un impact qui effectivement se retrouve toujours en droit de la sécurité sociale sur la tarification
accident du travail, maladie professionnelle, sur le taux effectivement AT-MP, où on sait aujourd'hui que la tarification va prendre en compte effectivement les sinistres qui sont subis dans la société à partir d'un effectif d'au moins 20 salariés. Plus une société effectivement va avoir des salariés, plus effectivement son taux accident du travail, maladie professionnelle va être impacté par ces propres sinistres-là. Et donc, l'employeur a tout intérêt effectivement à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'infraction ou très peu d'infractions liées à l'hygiène et à la sécurité, également pour optimiser son taux accident du travail, maladie professionnelle, qui est un taux qui, je le rappelle, porte sur la masse salariale en général de l'entreprise, donc qui peut parfois effectivement coûter très cher. Cette fois-ci, on va aborder deux éléments rapidement sur l'anticipation du risque pénal et puis après sur la prévention en tant que telle avec la notion de délégation de pouvoir. L'anticipation du risque pénal, on a identifié effectivement 3 mécanismes qui peuvent être mis au sein des sociétés pour effectivement anticiper. Le premier, c'est d'adopter au sein d'une entreprise une charte éthique, une charte de bonne conduite, ou un code de déontologie. Souvent, ça a effectivement à peu près les mêmes noms, mais ça reste la même chose, où en fait, on a clairement un corpus de règles qui est inscrite au sein de l'entreprise, qui va avoir pour but, par rapport effectivement à l'employeur, d'avoir finalement une responsabilité sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est la notion de gouvernance qui va être accrue, et on pense notamment aujourd'hui avec la loi Pacte sur notamment toute cette gestion-là de responsabilité sociale de l'entreprise, cette prise en compte qui doit être de plus en plus accrue. Et du côté des salariés, ça va permettre de finalement fédérer les salariés autour de valeurs qui sont des valeurs autour de laquelle l'entreprise souhaite se construire, souhaite être attachée. Et effectivement, c'est finalement un engagement de l'employeur et un engagement des salariés. Et cette charte éthique, cette charte de bonne conduite, elle va être spécifique finalement à chaque entreprise par rapport à l'historique de cette entreprise, par rapport au secteur d'activité de cette entreprise. Et c'est clair que c'est un document qui n'a pas forcément une valeur juridique obligatoire, mais qui aura au moins une valeur morale et qui pourra effectivement construire les relations sociales. Après, il peut effectivement ce document-là, pardon, peut avoir une valeur juridique obligatoire. Il suffit simplement, effectivement, d'utiliser les mécanismes adéquats avec les institutions représentatives du personnel et de l'annexer au règlement intérieur ou au contrat de travail lors de nouvelles embauches pour qu'il y ait effectivement une réelle valeur juridique qui sera obligatoire et opposable aux salariés, mais également à l'employeur, puisque c'est effectivement un document qui va être finalement en engagement autour de valeurs fondamentales pour l'intégralité des parties. Deuxième possibilité au niveau de l'anticipation, c'est effectivement de former au sein de chaque société des opérationnels du risque. Des opérationnels du risque qui vont pouvoir clairement être alertés effectivement par rapport à la survenance de tel ou tel risque pénal. On pense clairement au cadre dirigeant, mais on va pouvoir penser aux opérationnels du risque dans certaines sociétés, lorsque vous avez notamment une direction juridique, qui seront directement confrontés aux risques pénaux. Et donc, pour qu'effectivement ces opérationnels du risque soient à même de mieux anticiper le risque pénal, il faut les former. Il faut les former de manière générale au risque, à la compréhension du risque pénal, au risque pénal en général, mais également, il faut les former de manière particulière à l'activité de l'entreprise et donc finalement au risque inhérent à l'activité même de l'entreprise. Et c'est effectivement le dernier élément dans l'anticipation du risque, c'est de cartographier les risques. Je vous ai fait vite fait une énumération des infractions pénales que l'on retrouve en droit pénal du travail, mais alors, bien évidemment, lorsque vous avez la notion de harcèlement, de discrimination, de travail dissimulé, ça, on les retrouve assez facilement. Mais après, le risque ne va pas être le même que vous soyez dans une entreprise du secteur tertiaire, que du secteur artisanal ou que du secteur industriel. Et effectivement, là, et c'est toute la construction, en plus de l'évaluation des risques que l'on doit avoir dans le document unique, c'est vraiment la cartographie des risques pénals grâce effectivement à nos opérationnels du risque. Mais c'est par ces 3 critères-là, on va pouvoir anticiper le risque pénal. Après, le risque pénal, il existe. Le risque pénal, il
ne peut pas être à zéro. Et donc, le dernier élément, effectivement, de ma présentation ce matin, c'est la gestion du risque pénal. Et ça va être la gestion du risque pénal par un mécanisme qui est la délégation de pouvoir. Je vous l'ai dit en préambule, au sein effectivement de la personne morale, le code du pénal nous dit que la responsabilité de la personne morale peut être engagée notamment par son représentant, et son représentant, on entend la personne qui a qui a bénéficié d'une délégation de pouvoir. Et ce mécanisme finalement de la délégation de pouvoir, c'est une création qui s'est faite au fur et à mesure parce qu'en fait, on s'est aperçu que la responsabilité pénale du chef d'entreprise, donc de l'employeur, pouvait être clairement engagée par des manquements qui étaient commis par ses préposés, donc par ses subordonnés. Et ça, c'est la responsabilité logique en matière civile que l'on retrouve en matière pénale. Et effectivement, il a été construit tout un système de délégation de pouvoir. Et vous avez une définition qui est claire, qui vous dit que finalement, la délégation de pouvoir, c'est un acte juridique par lequel une personne, donc notre délégant, va se dessaisir d'une fraction de ses pouvoirs et va transférer cette fraction de ses pouvoirs à une autre personne qui sera le délégataire. Et que finalement, au sein de l'entreprise, le délégataire sera alors responsable pénalement à la place du chef d'entreprise délégant pour les fautes commises par les salariés qui sont placés sous ses ordres. Ça permettra effectivement de gérer le risque pénal par rapport à la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Ça n'exclura pas la responsabilité de la personne morale. La personne morale, à côté, restera toujours responsable et sa responsabilité pourra être engagée en tout état de cause par les services du procureur. On ne mélange pas, par contre, la délégation de pouvoir avec deux autres notions. La délégation de signature. La délégation de signature, comme son nom l'indique, on délègue effectivement, non pas les pouvoirs, mais la simple faculté de signer des documents et qui vont être listés ou dans des domaines d'activité dans l'acte effectivement de délégation de signature. Et l'autre, effectivement, notion qui n'est pas une délégation de pouvoir, c'est le contrat de mandat. Le contrat de mandat où finalement, un mandant, qui est le donneur d'ordre, va donner à une personne qui est le mandataire le pouvoir de conclure au nom et pour son compte des actes juridiques. La particularité, c'est que alors que dans une délégation de pouvoir, on va vraiment déléguer une partie du pouvoir et donc la responsabilité pénale qui est afférente, dans le contrat de mandat, on ne délègue que la responsabilité juridique, mais on ne délègue en tout état de cause pas la responsabilité en tant que telle des agissements. Celui qui pourra signer effectivement un acte sera le mandataire. Celui qui sera juridiquement responsable de ce que le mandataire aura signé, ce sera le mandant. Ça, c'est la particularité effectivement du contrat de mandat. Lorsque vous êtes en matière de délégation de pouvoir, on a des conditions qui sont des conditions pour effectivement avoir une délégation valide, des conditions de forme qui sont rapides. Les conditions de forme, finalement, on n'en a aucune. Le texte nous prévoit, les textes, la jurisprudence nous prévoit strictement aucune délégation, aucune condition de forme, si ce n'est qu'en fait, la difficulté que l'on a, c'est la question de preuve. Parce que dans le cadre, effectivement, d'un contentieux, et notamment d'un contentieux pénal, pour pouvoir démontrer effectivement l'existence d'une délégation de pouvoir, on peut le démontrer de n'importe quelle manière. Donc, pour le démontrer de n'importe quelle manière, le plus simple, c'est l'écrit. Mais après, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de délégation de pouvoir écrite qu'il n'y a pas de délégation de pouvoir en principe. Et ça, souvent, c'est une difficulté effectivement qui existe. On se dit, il n'y a pas d'écrit, donc il n'y a pas de délégation de pouvoir. Non, on pourra la démontrer de toute manière. Le plus simple étant l'écrit. L'écrit, c'est quoi? C'est un document ad hoc, c'est le contrat de travail, c'est un avenant au contrat de travail. Enfin voilà, n'importe quel écrit, effectivement, qui puisse exister sur la forme. Sur le fond, on a 5 conditions de validité lorsqu'on regarde la délégation de pouvoir. La première, c'est qu'effectivement, cette délégation de pouvoir, elle ne doit pas être douteuse, elle ne doit pas être ambiguë. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on identifie clairement qui est le délégant, qui est le délégataire. C'est simplement ça. Et s'il y a une ambiguïté, la délégation de pouvoir, elle n'est pas valable. La deuxième, la délégation de pouvoir, elle doit être précise et elle doit être limitée. On ne peut pas déléguer effectivement l'intégralité de sa responsabilité. On doit identifier clairement un objet de la délégation de pouvoir qui permettra comme ça effectivement au délégataire de pouvoir identifier les infractions sur lesquelles effectivement il serait susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée. Donc, là encore, si on a une délégation de pouvoir qui est trop générale ou qui est totale, elle n'est pas valable. Troisième critère, la délégation doit être stable
et permanente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, elle doit avoir un certain temps. On ne peut pas déléguer les pouvoirs pour 6 mois. Il faut effectivement que la délégation de pouvoir, elle intervienne sur une durée suffisamment longue, de manière à ce que le délégataire, il ait assez de temps pour accomplir sa fonction, et que s'il effectivement, avec ce temps qu'il a, il n'a pas pu bien mener en œuvre ses missions et qu'il a pu effectivement commettre une infraction pénale, dans ce cadre-là, on verra, il pourra avoir sa responsabilité pénale engagée. Mais on ne pourra pas engager sa responsabilité pénale si finalement il n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir prendre en poste son poste et effectivement faire ce qu'il devait faire pour faire en sorte que le risque pénal n'intervienne pas. Quatrième condition, et alors là, c'est des exemples qui ont été donnés par la jurisprudence. La délégation de pouvoir, elle ne doit pas avoir pour effet d'empêcher, de permettre plutôt à un dirigeant d'échapper à sa responsabilité alors qu'une infraction pénale aurait déjà été commise. Effectivement, là, la délégation de pouvoir qui est commise postérieurement à la réalisation d'une infraction, alors elle est nulle. En tout état de cause, elle est nulle concernant cette infraction-là. Si une infraction intervient postérieurement et que la délégation de pouvoir respecte les conditions de fond et les conditions de forme, elle sera valable pour le futur, mais elle n'est pas valable pour le passé. Et enfin, dernier élément qui est un élément effectivement de fond particulièrement important, c'est que le délégataire, il doit avoir expressément accepté la délégation de pouvoir. Et c'est là toute la difficulté lorsque l'on n'a pas d'écrit. Lorsqu'on n'a pas d'écrit, comment on démontre l'existence de la délégation de pouvoir? Ça, c'est assez facile. Mais comment on démontre que le délégataire a accepté la délégation de pouvoir? Ça, c'est un peu plus compliqué. Et comme je vous le mets effectivement en conclusion, si on a une des conditions qui n'est pas remplie, que ce soit des conditions de fond ou des conditions de forme, la délégation de pouvoir, elle tombe. Ça, ce sont les conditions de validité de la délégation de pouvoir. Quelques mots rapidement maintenant sur le délégant et le délégataire. Le délégant, effectivement, finalement, le chef d'entreprise, il ne peut pas se décharger de sa responsabilité comme il le souhaite et il ne peut pas utiliser la délégation de pouvoir parce qu'en fait, il ne veut pas être responsable. Il faut vraiment qu'il y ait une impossibilité pour lui d'assurer personnellement la surveillance effective des activités et du personnel de l'entreprise. Et là, dans ce cadre-là, il pourra effectivement établir une délégation de pouvoir. Et on le démontre comment? Par la taille de l'entreprise, qui s'entend effectivement. Un chef d'entreprise où il y a 500 salariés, très clairement, on ne peut pas surveiller tout le monde. Ou par aussi l'implantation de l'entreprise avec différents sièges. On sait très bien que le chef d'entreprise, il ne pourra pas surveiller ce qui se passe à Nantes en même temps que ce qui se passerait à Aurillac ou ce qui se passerait à Bordeaux. Et le dernier élément aussi, c'est la complexité de l'activité exercée. Où on a un chef d'entreprise qui ne peut ne pas être opérationnel et qui effectivement ne peut pas avoir la technicité, la compréhension technique de toute effectivement l'activité qui pourrait être exercée. Cas particulier, vous avez une délégation de pouvoir qui est valable sur la forme, sur le fond, mais par contre le délégant s'immisce finalement dans la gestion du délégataire. Dans ce cadre-là, la responsabilité pénale du délégataire tombe et le délégant reste responsable, même si finalement toutes les conditions de fond et de forme de la responsabilité pénale, de la délégation de pouvoir étaient bien mises en œuvre. Dernier élément, c'est le délégataire. Le délégataire, lui, et c'est l'élément peut-être le plus important, il doit avoir un lien de subordination avec le délégataire. On ne peut pas établir une délégation de pouvoir au profit d'un tiers à une société. Sauf les cas, effectivement, où vous avez le groupe de société, le groupement d'entreprises, mais un tiers, sinon, à une société, ne peut pas effectivement devenir le délégataire dans le cadre d'une délégation de pouvoir, parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Et après, le délégataire, il doit avoir l'autorité, c'est-à-dire qu'effectivement, il doit être suffisamment autonome dans l'accomplissement de sa mission pour pouvoir donner des ordres, pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir effectivement faire cesser toute situation à risque. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir les moyens humains, matériels, financiers. On imagine qu'un délégataire qui effectivement n'a pas les moyens financiers, il ne pourra pas exercer à bien cette délégation de pouvoir. Et le dernier, c'est la compétence. Il doit avoir les compétences. Alors là, on a les compétences professionnelles, l'ancienneté, la connaissance de la législation particulière, spécifique à l'entreprise. Et ces éléments-là permettront effectivement au délégataire de pouvoir mener à bien sa mission dans le cadre de la délégation de pouvoir. Et comme je vous le mettais, mais ça revient finalement sur les conditions de fond de la délégation de pouvoir, le chef d'entreprise ne va pas pouvoir, pour une même mission,
déléguer à plusieurs salariés. Parce que ça veut dire que ces salariés, chaque délégataire, ne saurait pas finalement qu'est-ce qu'il doit faire pour respecter telle ou telle prévention du risque. Et finalement, si tous ces éléments-là sont remplis, la délégation de pouvoir fonctionne. Et donc, la responsabilité pénale du chef d'entreprise, elle tombe au profit du délégant, uniquement à ce cadre-là. Et les deux derniers éléments pour effectivement venir mettre à néant la délégation de pouvoir et donc ce transfert finalement de la responsabilité pénale, c'est lorsque, comme je l'ai dit tout à l'heure, le délégant participe à l'infraction ou lorsque finalement la délégation de pouvoir n'est pas valable sur telle ou telle condition. Voilà finalement l'arme peut-être la plus importante pour gérer le risque pénal en entreprise, c'est la délégation de pouvoir qui est finalement une notion qu'il ne faut absolument pas mettre de côté, sur laquelle il faut travailler et sur laquelle il faut travailler régulièrement afin effectivement de faire évoluer, de vérifier que notamment les moyens sont mis en œuvre pour que le délégataire puisse exercer. Voilà, ce webinaire touche à sa fin. Je vous remercie d'y avoir participé. Si vous avez besoin effectivement de plus d'informations sur le cabinet, n'hésitez pas à prendre attache avec le cabinet ou d'aller voir sur le site internet qui s'affiche effectivement en bas de l'écran. Et voilà, je vous remercie.